Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. L'axe Tokyo-Yamoussoukro se renforce. L'agence japonaise de coopération internationale envisage d'accentuer ses activités en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu le vice-président exécutif de la JICA ce jeudi. Plusieurs axes de coopération ont été abordés. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a signé un document pour l'affermissement de la justice et l'amélioration de l'institution juridique. L'objectif est clair, renforcer la formation des juges de notre pays. Coût du projet, 1,3 milliard de francs CFA. La CAN de l'hospitalité se poursuit. Les quarts de finale débutent demain. La fête du football se déroule dans une belle ambiance. La sécurité est de mise pour les passionnés du ballon rond. Un dispositif sécuritaire piloté par le commandement principal s'étend au cyberespace. Au Sénégal, les députés vont ouvrir une enquête parlementaire pour passer au crible les décisions du Conseil constitutionnel. Le comité d'enquête mis en place va entre autres examiner les conditions dans lesquelles le candidat Karim Wade a été exclu de la course à la présidentielle et les accusations de corruption contre certains juges du Conseil constitutionnel. Et soyez les bienvenus sur RTI 1 à Kouaba, en Côte d'Ivoire, notre très beau pays. L'axe Tokyo-Yamoussoukro va se renforcer davantage. L'agence japonaise de coopération internationale envisage d'accentuer ses activités dans notre pays. Une importante délégation est composée notamment du vice-président exécutif de la JICA a été reçue aujourd'hui même par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Plusieurs axes de coopération ont été abordés, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, à la primature, Dr Yamada Yunushi, vice-président exécutif de l'Agence japonaise de coopération internationale, est reçu par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La JICA se félicite de sa coopération avec le pays et exprime son désir de voir ses liens renforcés. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays importants pour la coopération de la JICA en Afrique et donc nous espérons pouvoir poursuivre et étendre nos activités de coopération en Côte d'Ivoire dans le futur. L'année dernière, nous sommes engagés dans 3 projets de prêts, des projets de coopération technique et des projets de dons et le montant total s'élève à 400 millions de dollars US et donc c'est une des enveloppes les plus élevées de la coopération en Afrique subsaharienne. La JICA, il faut le rappeler, a pour mission d'aider au développement économique et social des pays en développement et de promouvoir la coopération internationale. En Côte d'Ivoire, elle intervient dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures ou encore de l'adduction en eau potable. Le Sénat ivoirien prône l'excellence. La présidente de l'institution, Kandia Camara, a dévoilé la vision pour 2024 lors de l'ouverture solennelle de la première session. Et dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, Kandia Camara a échangé avec les différentes entités de la Chambre haute du Parlement. Sénateurs et personnels ont été invités à œuvrer pour le rayonnement du Sénat, comme nous le dit Kader Sogodogo. Siège du Sénat, Yamoussoukro. Fini la cérémonie officielle de rentrée de la première session 2024. Place aux perspectives. Kandia Kamisoko Kamara reçoit d'abord le personnel de l'institution. Son porte-parole annonce la mise sur pied d'une mutuelle pour un environnement professionnel des plus épanouis avant de rassurer quant à l'engagement de tous de travailler avec ardeur. Nous veillerons, conformément à vos instructions, à organiser dans les tout prochains jours l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle des agents du Sénat à l'effet de promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion indispensables à un appui efficace à votre excellence dans l'accomplissement de votre mission. Une vision saluée par la présidente de la Chambre haute du Parlement. J'ai pleinement conscience de vos difficultés dans l'accomplissement de vos missions. Nous travaillerons à améliorer progressivement la situation afin de renforcer votre efficacité et vos performances. J'attache également du prix à la mise en place effective de la mutuelle du personnel dont je me réjouis de l'organisation prochaine
de l'Assemblée générale constitutive. À la suite du personnel, les sénateurs au grand complet. Ici aussi, s'inscrire dans l'excellence est plus qu'un sacerdoce. Excellence, Madame la Présidente du Sénat, les attentes de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens vis-à-vis de notre Chambre sont immenses. Pour notre part, nous voudrions vous réaffirmer notre engagement solennel à poursuivre avec assiduité et loyauté l'exercice de nos fonctions respectives afin de continuer de mériter de votre confiance et de celle de la nation tout entière. Prenant la parole, la présidente de l'institution se félicite du travail abattu. Elle invite les sénateurs à maintenir le cap. Il est de notre devoir de continuer d'enrichir le débat parlementaire ivoirien par la pertinence de nos réflexions et de nos propositions en exprimant notre volonté, chaque fois qu'il est nécessaire, de porter haut les préoccupations des populations afin de continuer de mériter leur confiance. Je voudrais, à ce stade de mon propos, renouveler notre sincère gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la place importante qu'il accorde à notre Chambre dans la réalisation de sa vision de progrès et de développement pour la Côte d'Ivoire. C'est donc le Sénat, dans toute sa composante, qui s'est tracé une trajectoire nouvelle, celle de l'excellence au service de la Côte d'Ivoire. On prend aussi l'excellence au niveau judiciaire. Justement, l'appareil judiciaire se solidifie. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme vient de signer un document pour l'affermissement de la justice et l'amélioration de l'institution juridique. L'enjeu est clairement défini, renforcer la formation des juges de notre pays. Coût du projet, 1,3 milliard de francs CFA. Christian Mondé, Jamagagi. Un pas de plus pour l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Le projet sur le renforcement de l'accès à la justice et à la modernisation de l'institution judiciaire vient de voir le jour. Son montant, 1,3 milliard de francs CFA. La cérémonie de signature du document de ce projet s'est faite entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Les interventions du projet contribueront à renforcer le système de formation des juges et des aspirants juges, à soutenir les efforts d'amélioration de l'administration et du fonctionnement des tribunaux et à appuyer la mise en place d'un dispositif législatif et réglementaire pour renforcer l'efficacité des institutions judiciaires. C'est un aspect important de notre partenariat avec le gouvernement ivoirien et le peuple ivoirien pour renforcer sa démocratie et pour promouvoir la stabilité et prévenir le conflit en Afrique de l'Ouest côtière. Le ministre Jean-Sanson Kambilé a exprimé toute sa gratitude à la délégation américaine pour la mise en place de ce projet. En signant ces accords, nous posons les bases d'une collaboration davantage fructueuse qui permettra de renforcer l'état de droit et l'accès à la justice pour tous. La mise en œuvre de ce projet permettra d'atteindre les objectifs spécifiques suivants. Le renforcement de la formation initiale et continue des magistrats, l'amélioration du fonctionnement de l'administration judiciaire et des tribunaux, la mise en place de mécanismes visant à faciliter les alternatives à la détention. Toutes les dispositions seront prises en vue de mettre en place les instances de gouvernance et de gestion du projet, à savoir le comité de pilotage et le comité technique, afin d'en assurer la bonne exécution. Cette coopération permettra, sur une période de 3 ans, de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien visant à améliorer l'efficacité, l'équité, la sensibilité au genre du système judiciaire pour le bénéfice de tous les citoyens. Et l'actualité, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit. Les 8e de finale appartiennent désormais au passé. Place au quart de finale qui débute demain vendredi. Fini donc la 8e de finale. Ce jeudi, c'est le dernier jour de repos pour les pays qualifiés. Demain débute
les quarts de finale. Et 8 nations vont s'affronter. Le Nigeria, triple vainqueur de la compétition, et l'Angola ouvriront les hostilités ce vendredi. La RD Congo sera face à la Guinée. Et le lendemain, une date à retenir, samedi 3 février, les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les aigles du Mali au stade de la paix de Bouaké. Le Cap-Vert sera opposé à l'Afrique du Sud au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Voilà, tous au stade donc pour soutenir et pousser les éléphants à la victoire. À Bouaké, les lieux de vente des tickets sont ouverts et l'engouement pour cet événement sportif est palpable avec les supporters venus nombreux acheter le billet d'accès au stade. Logoreti, Boubacar Silla sur Corona. Encaissé face à Edouard Mendy. La Côte d'Ivoire est définitivement ressuscitée. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les aigles du Mali le samedi 3 février au stade de la paix de Bouaké. Une rencontre qui se situe dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis l'ouverture des points de vente des tickets, les supporters se sont précipités sur les lieux. Ils sont nombreux à y avoir passé la nuit pour être parmi les premiers à obtenir le précieux ticket. Il y a eu uniquement que 2 tickets de 10 000 pour mon oncle. Comme il peut y avoir au moins 2 tickets pour mon oncle, je suis un peu content. Pour ce match, les consignes sont claires. Une personne a droit à 2 tickets. Au moment qu'on dit c'est 2 tickets par personne, au moins tout le monde pourra avoir peut-être les tickets. J'étais venu au moins pour 4 tickets, mais il peut y avoir 2, je suis déjà satisfait. Quelques difficultés existent et ralentissent le bon déroulement de la vente des tickets. Cela suscite quelques mécontentements. On nous fait dresser des listes, on écrit des noms 2 à 3 fois. On déchire les listes, on dit non que venez demain. Depuis 20h, je dis bien 20h, nous sommes ici. Depuis 20h, les gens ont dormi ici. Vous pouvez voir les nattes derrière. Les gens ont dormi ici. Maintenant, nous sommes là, on dit non que ça a ouvert, que les tickets sont disponibles. Mais le rang n'avance pas. Éléphants de Côte d'Ivoire, aigles du Mali, au stade de la paix de Bouaké. C'est une place pour les demi-finales de la CAN 2023 qui se joue. Voilà, tous derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Depuis le 13 janvier, la fête du football se déroule dans une très belle ambiance. La sécurité est aussi de mise pour les passionnés du ballon rond. Un dispositif sécuritaire piloté par le commandement principal s'étend jusqu'au cyberespace. Alexis Ouredago nous mène au cœur de ce dispositif sécuritaire. Il est 16h ce jeudi au PCP, le poste de commandement principal des opérations de sécurité de la CAN 2023. Le général Dosso effectue sa ronde de contrôle. Cet instrument qui est là nous sert d'appui. Tous les 6 stades, dans un rayon de 5 km, nous pouvons les visualiser à partir d'ici. Constitué des forces de police, de gendarmerie, de l'armée, le PCP sécurise les hôtels, les salles d'entraînement, les escortes, les lieux d'hébergement, les sites de compétition. Tout se passe bien dans tous les stades. Et les populations sont canalisées jusqu'aux des lieux de parking jusqu'à l'intérieur du stade. Et après les matchs, des stades jusqu'à en dehors du périmètre sécurisé. Le dispositif mis en place par l'État pour garantir la sécurité des personnes et des biens durant cette CAN s'étend aussi au cyberespace. Au sein du poste de commandement cybersécurité de la CAN, les consignes sont très claires. On est chargé de toute la lutte contre les malveillances cyber. Sur le plan technologique, notamment les attaques, les agressions sur les sites concernés par la CAN, mais également sur la partie lutte informationnelle, notamment les fausses informations. Prenant appui sur la loi sur la cybercriminalité, l'unité fait régulièrement des patrouilles dans le cyberespace. Il y a 2 actions que nous menons. Nous avons pour objectif premièrement de faire cesser l'infraction, notamment stopper la propagation de fausses nouvelles par des démentis, par des retraits de postes, les suppressions de ces postes. Mais il y a une seconde partie qui est importante également, en plus de faire stopper l'infraction, c'est de rechercher les contravenants. Pour ce qui concerne la cybercriminalité, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison en fonction des infractions, mais les conséquences sur le terrain peuvent être traitées par le code pénal. Donc on peut avoir des sanctions criminelles qui vont jusqu'à 20 ans de prison s'il y a des conséquences comme des meurtres à cause d'un poste. Il faut que les internautes sachent que tout commence en ligne par des paroles violentes, mais ça continue sur le terrain après. Donc quand vous commencez en ligne, sachez qu'on est là sur le terrain pour vous.
Avec le début des quarts de finale, place au redéploiement des équipes. Pour le match du 3 février prochain, les populations sont appelées au respect des consignes sécuritaires. Les populations attendent 1 heure ou 30 minutes avant le début des compétitions pour pouvoir affluer et ne pas se soumettre aux différents contrôles et veulent avoir accès en même temps. Nous leur demandons d'abord d'avoir les tickets qui viennent tôt au stade. En venant au stade aussi, qu'ils se débarrassent des objets interdits. Et avec ces consignes, un rappel important, celui de la responsabilité en ligne. Et l'autre particularité de cette CAN de l'hospitalité reste les fan zones. À Yopougon, au complexe sportif Jesse Jackson, l'ambiance est bon enfant. Les femmes sont aussi de la partie. Elles y exposent divers produits tels que le café, le beurre de karité, le textile, des produits made in Côte d'Ivoire qui ont le vent en poupe. Mais quel bonheur pour les visiteurs et touristes venus pour cette CAN. Jean-Michel Quadio, Léon Brou. Yopougon, non loin du complexe Jesse Jackson. Juliana ne se tourne pas les pouces. Sa tâche, présenter les différentes variétés de ses produits à base de baobab. La première étape achevée, la jeune entrepreneur de 30 ans se dirige dans l'enceinte du complexe, une des fan zones de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ici que Juliana a élu domicile depuis déjà plusieurs jours. Dans mes recherches un peu plus poussées, je me suis rendu compte que le baobab contenait plein de nutriments naturels excellents pour la santé. Donc c'est de là qu'est partie mon aventure avec le baobab. Pour les biscuits, nous sommes entre une production de 2000 à 3000 paquets. Et pour les yaourts, une production de 1000 boîtes dans le mois. Comme Juliana, d'autres exposantes reçoivent la visite de l'agence Côte d'Ivoire Export, du Conseil national de l'exportation et de l'agence ONU Femmes. Elles représentent une trentaine de petites et moyennes entreprises, des chaînes de valeur du café, du beurre de karité, du textile, du manioc. Ces femmes exposent chaque jour dans cette fan zone CAN 2023, un espace dédié à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes en période de Cannes et je pense que le moment est opportun pour faire la promotion de nos pains tissés à travers la cape nationale 225. Et on veut que les éléphants de Côte d'Ivoire portent cette cape-là aussi, comme les Maliens ont arboré leur tenue, les Burkinabés. C'est pour nous l'opportunité de pouvoir montrer le savoir-faire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons choisi le label Fan du Made in Côte d'Ivoire. Parce que nous, notre travail, c'est de promouvoir justement les produits ivoiriens. L'engouement va persister au niveau de ces fan zones et la visibilité que nous voulons accorder à ces dames-là va vraiment avoir la portée qu'il faut. Créées dans les villes hautes pour enrichir les expériences de la CAN de l'hospitalité, les fan zones offrent la possibilité de promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Voilà, Made in Côte d'Ivoire promu, belle ambiance, mais aussi belle rencontre à cette CAN de l'hospitalité. C'est d'ailleurs une véritable histoire d'amour qui s'est créée entre les peuples marocains et ivoiriens à la faveur de cette fête du football. Le séjour des Marocains a été marqué par des instants de partage et de gaieté avec les citoyens ivoiriens. À San Pedro, tout comme à Abidjan, la fraternité ivoiro-marocaine s'illustre très bien. Khalid Diomondi. Le Maroc, l'un des pays qui aura marqué l'esprit du peuple ivoirien à cette CAN 2023. Dans les stades comme en dehors, Marocains et Ivoiriens ont partagé des moments de fraternité et de convivialité sans nul autre pareil. Durant leur séjour en Côte d'Ivoire, les influenceurs et supporters marocains investissaient les quartiers d'Abidjan et de San Pedro pour distiller la bonne humeur. Les ressortissants du royaume chérifien sont surtout tombés sous le charme de la culture et de la gastronomie made in Côte d'Ivoire. Certains parmi eux ont même appris à concocter le pilé de banane plantain, communément appelé le foutou. Regardez les amis! Bravo! Ces instants de bonheur partagés ont raffermi les relations ivoiro-marocaines. L'élimination des Lions de l'Atlas de la compétition a affecté de nombreux Ivoiriens. Vous pleurez l'élimination du Maroc, pourquoi? Oui, parce que le Maroc a vraiment joué pour nous
et Maroc nous a fait qualifier. Et puis aujourd'hui, Maroc perd, c'est vraiment triste pour moi. Certes, l'aventure de la CAN 2023 s'arrête pour les Marocains, mais ils auront conquis le cœur de millions d'Ivoiriens. Dans cette compétition, le Maroc nous a montré comment vivre ensemble, comment partager l'amour. Le Maroc nous a montré qu'ici en Afrique, il n'y a pas de couleur de peau. Vraiment, merci aux Marocains. On est ensemble, on vous aime. En 2025, le Maroc accueillera la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens comptent bien renvoyer l'ascenseur de la gaieté et de la générosité que les Marocains ont manifesté au cours de leur passage en Côte d'Ivoire. Celui qui est fatigué, on n'a qu'à Dieu, nous on est là. Voilà, c'est la CAN de l'hospitalité, mais aussi de la fraternité. La Côte d'Ivoire gagne ainsi son pari. À leur manière, ils apportent leur contribution à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique qui gagne, c'est l'œuvre musicale chantée par des adolescents. Ce sont des lauréats de l'émission de télé-réalité 1 à 12 et ils sont aujourd'hui membres de la fondation Ici on chante. Ils chantent pour la CAN. Nos reporters Davis Oyo et Ismaël Evradeo ont assisté à l'une de leurs répétitions. Jour des répétitions à la fondation Ici on chante. Au nombre de 7, dont 2 garçons et 5 filles, ces jeunes talents de la Fondation poussent la chansonnette au quotidien pour peaufiner leur art. Chris Ivan et ses camarades sont des lauréats de la télé-réalité 1 à 12. Cette consécration leur a permis d'intégrer la fondation Ici on chante pour continuer à entretenir leur passion. Étant donné que la Côte d'Ivoire reçoit les frics, nous les enfants de la fondation ne pouvaient pas rester en marge de cet événement-là. Donc on a décidé avec mes amis d'encourager toutes les nations qui viennent et puis de leur dire, comme on dit sur nous, Aquaba. Ce jour, le groupe travaille sur leur dernière œuvre musicale baptisée L'Afrique qui gagne. Après une heure d'horloge de répétition, place est à la présentation de l'œuvre en présence de mordus de la musique. Musicalement parlant, il n'y a rien à dire. La chanson évolue. On a une phase où on a le temps d'entendre les enfants. On écoute ce que les enfants disent de fortes paroles. Et après, on a la phase de l'amusement, donc la phase de l'ambiance, et qui colle aussi à la vision de l'hospitalité, à la vision de l'Ivoirien qui sait faire la fête et qui sait bien faire la fête. Sonorité impeccable, bon arrangement, instruments joués en accord avec la mélodie, le tout couronné par une belle interprétation, autant de qualifications qui réjouissent le groupe. On a chanté pour toute l'Afrique, mais au-delà du soutien général, c'est pour souhaiter bonne chance aux éléphants pour qu'on puisse arriver en finale et que la coupe puisse rester en Côte d'Ivoire. Être des ambassadeurs de la CAN de l'hospitalité et soutenir les éléphants du Côte d'Ivoire, ces jeunes l'ont bien compris. Maintenant, c'est au tour des éléphants de jouer leur partition. Voilà, les éléphants joueront leur partition et nous, on va croiser les doigts, on va prier pour leur victoire. Voilà, je rappelle que ce jeudi, donc, c'est le dernier jour de repos pour les pays qualifiés. Demain débutent les quarts de finale et 8 nations vont s'affronter. La Côte d'Ivoire sera face au Mali le samedi 3 février au stade de la paix de Bouaké. Et justement, à ce propos, je vous livre ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane de l'ambassade de la République du Mali en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la rencontre qui opposera les Aigles du Mali à leurs frères éléphants de Côte d'Ivoire, qualifiés pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, le samedi 3 février 2024 au stade de la paix de Bouaké, l'ambassade de la République du Mali à Abidjan en appelle à tous les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire, notamment la jeunesse malienne, a fait preuve, comme toujours, de civisme et de responsabilité. L'ambassade profite de l'occasion pour exprimer à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, et au peuple ivoirien tout entier sa reconnaissance et
sa profonde gratitude pour l'hospitalité toute particulière dont la communauté malienne continue de bénéficier en Côte d'Ivoire, de même que l'équipe, les supporters et l'encadrement des aigles depuis leur arrivée sur le sol ivoirien. L'ambassade sait pouvoir compter sur la compréhension et l'esprit de civisme de tous, communiqué signé de l'ambassade de la République du Mali en Côte d'Ivoire. Voilà, la CAN se poursuit donc et les quarts de finale débutent demain vendredi. Avant cela, posons-nous cette question. Comment avancent les travaux du métro Abidjan? Le ministre des Transports, Amadou Koné, veut se faire une idée et vient justement d'effectuer une visite sur le chantier. On en sait plus avec nos reporters Frédéric Koulaï et Abou Sanogo. À la Citaraï, au plateau, ce jeudi matin, avant d'embarquer pour une visite du chantier, le ministre des Transports Amadou Koné fait des mises au point avec les partenaires et les entreprises en charge du projet du métro d'Abidjan. La ligne 1, qui part du plateau à Anyama, connaît un taux d'avancement satisfaisant. Nous étions ici il y a 2 mois. Nous avons pu parcourir la moitié de la section nord de la ligne 1 de métro. Aujourd'hui, nous avons tenu à faire toute la section nord, quasiment, de la ligne 1 de métro, pour nous rendre compte donc, de l'état d'avancement des travaux. Donc, je suis très très heureux que les choses avancent bien, que le terrassement se poursuit au-delà de la Y4. Le métro d'Abidjan, projet innovateur dans le milieu du transport urbain abidjanais, va améliorer la mobilité urbaine des usagers avec plus de 500 000 passagers journaliers. Les travaux avancent bien, ça devrait être achevé donc, au mois de juin donc, prochain. Après quoi, on va finaliser donc, le terrassement pour la partie métro et puis accélérer donc, les travaux. Nous avons avec le BNET, la primature, validé il y a plus d'1 mois donc, le design du train. Donc le train est en train d'être réalisé, de sorte que je suis confiant quant au délai donc de 2027 pour mettre en marche donc, le train. Les travaux de ligne 1 du métro d'Abidjan constituent une aubaine pour le programme de l'école de la deuxième chance développé par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Plusieurs jeunes formés à l'école de la deuxième chance sont engagés dans ce projet. Et on parle aussi environnement dans ce 20. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Kona, a donc dressé le bilan des activités menées en 2023. Il a aussi tracé les sillons pour 2024. Plusieurs grands chantiers ont été réalisés l'année dernière, entre autres l'adoption et la promulgation de nouveaux codes de l'environnement. Grâce Kando pour les détails. 2024, année de grands défis en matière de protection de l'environnement et d'amélioration du cadre de vie des populations pour le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Une vision qui passe par l'implication des différentes structures sous tutelle. Monsieur le ministre, nous, vos collaborateurs, sommes déterminés à partager avec vous cette passion et ce désir ardent d'améliorer le cadre de vie des Ivoiriens, de gérer rationnellement et durablement notre environnement et de promouvoir le développement durable et la transition écologique afin de combler les attentes de nos concitoyens. Les partenaires au développement prennent également leur part dans cette marche. L'Institut mondial pour la croissance verte, à travers le cadre de coopération signé avec le gouvernement en 2021, s'est engagé sur 5 axes prioritaires d'intervention, à savoir l'accroissement des investissements verts en Côte d'Ivoire, le renforcement de l'action climatique, la promotion d'une agriculture intelligente, la promotion des forêts durables et le transport durable. En 2023, plusieurs acquis ont été enregistrés par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Au nombre de ceux-ci, l'adoption et la promulgation de nouveaux codes de l'environnement. Ce code qui intègre dans le corpus législatif les nouveaux enjeux écologiques tels que la lutte contre les changements climatiques, la protection de la diversité biologique, la promotion de l'économie verte et de l'économie bleue, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la lutte
contre l'érosion côtière. Des actions résolues ont été menées pour la réhabilitation des lacs de Yamoussoukro, pour le contrôle des résidus liquides des navires et contre différentes formes de pollution. Pour 2024, le ministre Jacques Assaouré annonce 2 objectifs majeurs. Il s'agira premièrement d'accroître la visibilité du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique auprès des citoyens et des partenaires techniques et financiers, notamment par la vulgarisation du nouveau Code de l'environnement. Deuxièmement, il s'agira de renforcer la coopération internationale et améliorer le dispositif de mobilisation des financements et de gestion des projets environnementaux. Un plan stratégique de développement sera également mis en œuvre, un document qui fixe les grandes orientations des actions du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. On veut aussi relever des défis au niveau des eaux et forêts. Le ministre Laurent Tchagba et son équipe sont en conclave à Divo, dans la région du Logibwa. Ils évoquent, entre autres, les nouvelles politiques forestières, le statut des agents, mais également les défis de la sécurisation de nos plans d'eau confrontés à l'orpaillage. Franck Kwadio, Ngada Kwame sont sur place. Divo, capitale du Logibwa, centre-ouest, rassemble le Gotha des forestiers ivoiriens pour son activité annuelle bilan 2023 autour du ministre Laurent Tchagba. Face aux responsables des structures rattachées et des 24 directions régionales des eaux et forêts, l'autorité de tutelle note de prime abord l'amélioration du cadre réglementaire de la gestion durable des ressources forestières fauniques et eau. Le code de l'eau révisé a été adopté par les 2 chambres du Parlement. 3 projets de loi sur la gestion de la faune, l'éléphant et la convention CITES ont été adoptés par le Conseil des ministres. Les capacités opérationnelles, logistiques et techniques de nos agents ont été renforcés. Niveau sécuritaire avec l'installation de 2 bases avancées d'intervention, sans oublier le reboisement soutenu par le partenariat privé qui a permis le recul de la déforestation passant de 47 000 hectares en 2019 à 26 000 hectares en 2021. Il y a encore beaucoup à faire quand on sait que tous les ans, c'est 1000 hectares de perdus avec l'action des feux de brousse, mais pas que. Mais je voudrais aussi particulièrement qu'on insiste au cours de ces assises sur le problème de la pollution des ressources en eau. Vous voyez que de plus en plus, les 4 grands bassins que nous avons sont menacés par la pollution. Et cette pollution est en général à 80% due à l'orpaillage clandestin. Sécuriser en priorité les ressources en eau. Le bilan 2023 en fait une problématique majeure après les questions de déforestation en 2022. Et on va noter cette bonne nouvelle pour les acteurs du secteur numérique. Une technopole va bientôt prendre forme au village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. L'objectif est de créer un espace qui va permettre aux acteurs du secteur d'évoluer dans des conditions optimales. C'est une initiative de la République de Côte d'Ivoire et celle de la Corée, nous rapportent Davis Oyo et Ismaël Evradeo. Bientôt, une technopole sortira de terre au village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam, Vitib. L'ouvrage servira d'espace de création et de production dédié exclusivement à l'entrepreneuriat numérique. Cette idée est le fruit des accords bilatéraux paraphés par la République de Côte d'Ivoire et celle de la Corée pour le financement de 3 projets prioritaires, dont la technopole. C'est un centre pour les startups. Pour donner des cours de formation et éducation. Et on va donner beaucoup d'assistance, par exemple juridique, fiscale et comptable, et entrepreneuriat aussi. Donc, s'il y a des jeunes qui ont des idées et envie de fonder leur propre entreprise, il y aura beaucoup d'opportunités là-bas. La technopole s'étendra sur une superficie de 8 hectares et coûtera plus de 97 milliards de francs CFA. Cette initiative conjointe cadre avec l'ambition du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. C'est
un investissement qui se fait par phase et on va monter en puissance pour pouvoir incuber sur cet espace plus de 200-300 startups à terme. Il s'agit d'accompagner, de coacher des jeunes Ivoiriens pour apporter ou pour mener la réflexion à l'effet d'apporter des solutions numériques aux problématiques auxquelles sont confrontés bon nombre d'Ivoiriens. Les premiers coups de pioche retentiront à partir de juin 2025. Ce projet permettra de générer en moyenne 2000 emplois directs et indirects. La peste des petits ruminants fait rage, notamment en Afrique de l'Ouest, avec ses conséquences économiques importantes. En Côte d'Ivoire, le préjudice s'élève à 26 milliards de francs CFA, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Et bien, pour l'éradication de cette maladie virale, la sous-région ouest-africaine met donc en place un front de lutte via des campagnes synchronisées de vaccination. Lansine Bakayoko pour le reportage. À l'issue de cette audience, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiomoko Touré, s'engage à faire des tournées dans les pays de la sous-région ouest-africaine afin d'obtenir leur implication dans les campagnes synchronisées de vaccination pour l'éradication de la peste des petits ruminants. Il est de bon temps que nous puissions assumer ce leadership qui permettrait notamment d'éradiquer cette maladie à l'horizon 2030 tel que annoncé dans le plan opérationnel. En tout cas, vous trouverez auprès de la Côte d'Ivoire cet engagement attendu pour affirmer ce leadership à l'effet d'atteindre les objectifs. Cet engagement consiste à faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes du Mali, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et du Sénégal, qui soutiendront la mise en œuvre du programme. Seule une approche régionale peut permettre son éradication. Et c'est dans cette perspective, effectivement, que la CEDEAO a soumis une requête à la Banque africaine de développement pour demander son financement. Et la banque est en attente justement de l'aide d'engagement des différents pays pour pouvoir aller de l'avant. La peste des petits ruminants est une maladie virale et engendre de graves conséquences économiques. En Côte d'Ivoire particulièrement, cette maladie est responsable de la mort de 18 000 animaux, représentant une perte d'environ 26 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État. Et on s'attaque aussi à la rage qui n'est pas seulement une question de santé publique, mais aussi un problème économique, vu que cette maladie cause à l'État ivoirien une perte annuelle d'environ 19 milliards de francs CFA. Il faut donc lutter contre la rage. Une campagne de vaccination gratuite est en cours, comme nous le dit Léon Brou. Au nouveau quartier, comme au foyer des jeunes de Yaou, dans la commune de Bonois, des chiens à la rencontre des services vétérinaires pour recevoir leur dose du vaccin contre la rage. On ne veut pas prendre le risque de faire contaminer les autres chiens par des chiens errants. Il faut vacciner sa population animale pour éviter que les enfants les plus touchés ne fassent la rage. Et c'est ce que nous voulons pour notre village. 0 francs la dose du vaccin contre la rage au lieu des 4 000 francs CFA déboursés d'ordinaire. Cette campagne de vaccination gratuite se tient pour une semaine dans la région du sud Comoé, notamment à Yaou, Bonois, Grand Bassam et Bongo. Elle participe de l'objectif à 70% des 1 500 000 chiens vaccinés pour 0 cas de rage humaine à l'horizon 2030. C'est une campagne par strate de façon évolutive. C'est déjà 1000 doses qui sont mises à la disposition des postes d'élevage. La rage, lorsque la maladie apparaît, vous mourrez. La bonne nouvelle, c'est que la rage peut être évitée à 100%. Par la vaccination des chiens, mais aussi par la prophylaxie post-vaccination de la victime de morsure. En plus de son enjeu humain, la vaccination contre la rage est d'intérêt économique selon le ministère des Ressources animales. Il s'agit en effet d'épargner l'État des 19 milliards de francs CFA de pertes annuelles causées par la rage. Les statistiques montrent que c'est 48 000 personnes qui sont mordues dans les ménages par an. La prise en charge, c'est au moins 4 doses pour le protocole Zagreb et 5 doses pour le protocole SN. Et chaque dose vous fait environ 8 000 francs. On ramène le PIB à la population. Et quand vous perdez un enfant de moins de 15 ans et que vous voyez l'espérance de vie de la population de 60 ans, donc c'est près de 45 années de vie
que vous avez perdues qui ont une valeur économique. Transmise des animaux, spécifiquement des canins à l'homme, la rage, encore problème de santé publique, avec par an au moins 60 000 décès au monde, à majorité des enfants. En 2023, 40 personnes en sont mortes en Côte d'Ivoire. Il faut donc mettre fin à cette rage. Et justement, je vous conduis à Ouangolo-Dougou. Le député de cette circonscription, Traoré Drissa, a initié une séance d'information parlementaire à l'endroit de ces populations. L'objectif est d'expliquer le fonctionnement des décisions prises à l'Assemblée nationale et faciliter l'explication sur le terrain. Jean-Yves Zadi, Soro Corona pour les détails. Traoré Drissa, député de Ouangolo-Dougou, Kawara, face aux chefs traditionnels, guides religieux et populations de sa circonscription. Nous sommes à la séance d'information parlementaire. 4 projets de loi votés à l'Assemblée nationale au cours de l'année 2023 qui impactent directement les populations sont expliqués par Traoré Drissa à l'ensemble des invités qui ont pris part à cette rencontre. Il s'agit notamment de la loi sur la finance portant budget de l'État pour l'année 2024. La loi portant code sur la nationalité, la loi d'orientation relative à la jeunesse et la loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Le début d'une année est l'occasion pour chaque élu, mandaté par ses populations, de rendre compte à ses mandats, ses activités de l'année écoulée, afin que ceux-ci s'imprègnent de ce qui se passe dans le pays. Pour cette séance, nous proposons d'expliquer 4 lois adoptées par l'Assemblée nationale au cours de l'année 2023. Le représentant du préfet du département salue l'action posée par le député de Ouangolo-Dougou. Quand on lui a donné un mandat, il fait un travail pour nous. Bien entendu, il faut bien que nous nous rendions compte. Et c'est à cette séance-là que nous sommes conviés ce matin pour nous dire voici les lois qu'on a votées, voici comment il faut comprendre et voici comment il faut l'appliquer. L'exhortation, c'est nous amener à appliquer ces lois-là pour notre intérêt à tous. Merci à vous. Initiée depuis 7 ans, la séance d'information parlementaire vise à rendre compte aux populations des décisions prises à l'hémicycle et d'expliquer leur fonctionnement afin de faciliter leur application sur le terrain. À l'étranger, au Sénégal, le Parlement met en place un comité d'enquête sur le processus électoral. Ce comité d'enquête a été adopté à 120 voix contre 24. Les députés ont donc décidé d'ouvrir une enquête parlementaire pour passer au crible les décisions du Conseil constitutionnel, à savoir examiner les conditions dans lesquelles le candidat Karim Wade a été exclu de la course à la présidentielle du 25 février prochain et les accusations de corruption contre certains juges du Conseil constitutionnel. Voilà, je rappelle, l'actualité, c'est aussi la CAN qui se joue dans notre pays et demain débutent les quarts de finale. 8 nations vont s'affronter. Le Nigeria, triple vainqueur de la compétition, et l'Angola ouvriront les hostilités ce vendredi et la RDC sera face à la Guinée. Le lendemain, samedi 3 février, les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les aigles du Mali au stade de la paix de Bouaké. Et à ce propos, justement, je vous relis ce communiqué de l'ambassade de la République du Mali en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la rencontre qui opposera les aigles du Mali à leurs frères éléphants de Côte d'Ivoire, qualifiés pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, le samedi 3 février 2024 au stade de la paix de Bouaké, l'ambassade de la République du Mali à Abidjan en appelle à tous les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire, notamment la jeunesse malienne, a fait preuve comme toujours de civisme et de responsabilité. L'ambassade profite de l'occasion pour exprimer à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, et au peuple ivoirien, tout particulièrement dont la communauté malienne continue de bénéficier en Côte d'Ivoire, de même que l'équipe, les supporters et l'encadrement des aigles depuis leur arrivée sur le sol ivoirien. L'ambassade exprime sa reconnaissance et sa profonde gratitude pour l'hospitalité toute particulière à la communauté malienne. L'ambassade sait pouvoir compter sur la compréhension et l'esprit de civisme de tous. Merci de nous avoir suivis, mais ne décrochez surtout pas. Juste après ce journal, vous aurez une émission, l'invité de la CAN, et c'est le ministre des Transports, Amadou Koné, qui sera interviewé par Kolo Klubali, que vous retrouverez encore demain pour le journal qui va débuter à 22h. Très belle soirée sur RTI 1. شرفت على بلد البيا